Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 383 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Comme mardi, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Raphaël, très heureux de te retrouver pour parler de la 13e semaine de NFL. Va-t-elle porter bonheur aux Rams ou aux Cardinals? On en parlera dans l'affiche de la semaine. Tous les pronostics du week-end à venir sont aussi au programme. Vos questions pour terminer l'émission. Mais avant ça, place au sujet de la semaine. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un débat puisque ce sera un débrief. Il y avait un match dans la nuit de mercredi, enfin mercredi soir, hein, on va dire. Je suis couche tôt, donc pour moi 21h40 c'est dans la nuit. Il y avait un match donc mercredi soir en NFL et c'est donc par ça qu'on va commencer. Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast. Steelers 19, Ravens 14, c'était le match du mercredi. Donc cette semaine qui a été évidemment très agitée par la Covid. On le rappelle, ce match devait se jouer jeudi dernier, donc il a quasiment une semaine de retard finalement. Et on rappelle aussi d'ailleurs que les Ravens devaient jouer ce jeudi contre les Cowboys, si je dis pas de bêtises, et qu'il a été reporté du coup à lundi ou mardi ou même mercredi, je ne sais plus, ça n'arrête plus d'être reporté. Enfin, je vous reporte au calendrier du site que je mets à jour à peu près tous les jours en ce moment. Donc voilà, il est à jour normalement. Steelers 19, Ravens 14. Donc le match le plus attendu de la semaine au sens littéral de la chose. Est-ce qu'on peut vraiment en tirer quelque chose, Raphaël, au sens où les Ravens n'avaient pas Lamar Jackson, pas Mark Ingram, pas Calais Campbell, pas grand monde à vrai dire puisque ils avaient une bonne dizaine de joueurs mis de côté à cause de la moins COVID. 9 titulaires. Au moins 9 titulaires. Au moins 9 titulaires, donc qui étaient soit positifs, soit cas contact, puisque les deux sont des motifs d'absence évidemment. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ce match? Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ce match? Pas évident vu les conditions que tu as rappelées. Et le scénario du match, on s'est très vite rendu compte que les Ravens n'avaient pas de quarterback remplaçant capable de lancer la balle, ce qui est un poil compliqué pour gagner en NFL en 2020, même si on a vu peut-être par-ci par-là cette saison un match ou deux qui se gagnent avec beaucoup de courses et peu de passes, mais bon, ça reste une exception. Allez, si la seule certitude à quelque part, c'est que les Ravens continuent à perdre, j'ai envie de dire, mine de rien, et qui commencent un peu à prendre du retard. Alors c'est pas mort pour la course au playoff, mais que mine de rien, ils ont déjà deux victoires de retard sur les Browns et qui sont derrière pour la 7e place. Et puis après, si on veut être un peu plus optimiste pour eux, on peut dire au moins que leur défense fait une bonne prestation pour le coup. Oui, non, mais je pense que de toute façon, offensivement, on peut rien en tirer. Parce que évidemment il manque tout ce qui manque et on peut à peu près regarder la défense qui a joué quand même sans en plus des joueurs importants, donc c'est la preuve que la défense de Baltimore est clairement le moteur de cette équipe cette année. Et voilà, encore une fois, je pense qu'on peut cantonner à peu près à ça sur les analyses, parce que derrière, Robert Griffin qui commence le match, qui se claque aux ischios, Tracy McSorley qui prend la suite, qui marque un touchdown, qui les mène à un touchdown qui les rapproche un peu, mais voilà, ils ont jamais vraiment inquiété cette équipe des Steelers. Donc c'est vraiment la limite des choses. Après, encore une fois, c'est quand même plus qu'honorable que cette défense de Baltimore arrive à tenir Pittsburgh à 19 points. Je me demande même si c'est pas leur plus petit total d'ailleurs de la saison ou pas loin pour cette équipe de Pittsburgh. Donc voilà, vu les conditions, c'est quand même un vrai point positif. Ouais, c'est ça, c'est effectivement comme tu dis, mais on l'avait dit de mémoire il y a 1 ou 2 semaines quand on s'inquiétait sur Baltimore, on disait que après une mauvaise prestation défensive, c'était pas ce qui nous inquiétait le plus pour eux pour revenir au niveau, et là ils l'ont prouvé effectivement qu'ils avaient quand même une défense globalement solide.
Donc c'est à mettre à leur crédit forcément. Après, clairement, pour le coup, on peut pas dire que l'attaque des Steelers a été particulièrement inspirée non plus. Alors voilà, il y a ça aussi. Des comment dire, beaucoup de passes, un jeu au sol qui fonctionnait pas du tout, un Big Ben vraiment pas bon sur ce match en tout cas. Enfin son interception en end zone là en première période est vraiment très très laide. Difficulté à trouver ses collègues, on va dire, dans la profondeur, tout ça. Bon, c'était vraiment pas un bon match de l'attaque de Pittsburgh de toute manière. Donc forcément pas aidé par la défense de Baltimore, mais je crois que même globalement, encore une fois, cette attaque a montré qu'elle est pas encore à son maximum, ou en tout cas elle est pour revenir un peu sur ce qu'on disait mardi, elle est encore très loin des meilleures attaques de l'AFC. Alors, je trouve que ça fait très bien le lien en fait, c'est qu'on a vu sur ce match pourquoi ils sont un ton en dessous de Kansas City et qu'ils sont pas dans le même monde. C'est que l'attaque, elle a des armes, elle a plein de bons receveurs, on n'arrête pas de le dire, etc. Mais c'est pas la même machine quoi. Ils sont 22e sur les yards en attaque, ils sont 25e au sol, 16e à la passe. C'est une défense correcte. Une attaque, tu veux dire. Une attaque, pardon, correcte. Mais voilà, il y a un coureur titulaire, James Conner, qui est quand même pas vraiment le haut du panier en termes de playmaker et de coureur NFL, en termes de rapidité, en termes de... Qui a été blessé là pour le coup, mais bon. Oui, mais je parle vraiment en global sur les perspectives, tu vois. Oui. C'est pas follement réjouissant d'avoir James Conner en leader. Ils intègrent Benny Snell de plus en plus d'ailleurs, probablement pour ça. Donc voilà, ils sont, c'est une attaque de milieu de tableau qui a plutôt des chiffres honorables d'ailleurs sur les points marqués en moyenne. Ils sont assez hauts, mais en fait ils sont assez hauts parce qu'ils sont assez réguliers. C'est-à-dire qu'ils ont seulement 3 matchs à plus de 30 points cette année. Ouais. Mais dans les faits, ils sont autour de 26 points. Je crois qu'ils sont dans le top 5 presque, hein, quasiment même des points marqués. Mais en vrai, ils ont que 3 matchs à plus de 30 points et c'était contre les Eagles, les Browns et les Bengals. Oui, non, mais ça soulève, je trouve, de toute manière, ça illustre ce qu'on pense de cette attaque, c'est que pour le moment, elle n'a pas encore fait preuve d'explosivité. En tout cas, elle n'est pas capable d'être explosive sur l'ensemble des matchs depuis le début de la saison. Elle est assez régulière parce que, comme tu l'as dit, il y a les armes quand même qui fait que t'as suffisamment, et t'as un Big Ben globalement costaud quand même depuis le début de la saison qui fait que ça avance, ça gagne des yards et ça marque des points. Mais on n'a pas encore ces envolées offensives comme tu peux l'avoir chez les Chiefs, comme les Titans l'ont fait aussi quelques fois cette saison, comme les Saints sont a priori capables de le faire. Enfin voilà. Donc c'est pour eux de toute manière, c'est vraiment l'axe de progression d'ici la fin de saison, parce que de l'autre côté du ballon, il n'y a pas besoin de vraiment progresser pour le coup. Enfin, ils sont tellement costauds en défense que. Je pense que en fait c'est ça la clé, c'est-à-dire qu'ils ont une défense qui est excellente et qui est probablement la meilleure de la NFL et qui leur permet de pas avoir une grande attaque. Mais la question en fait qui va se poser, parce qu'on rappelle d'ailleurs, hein, sur les 19 points de Pittsburgh, il y a un pick six. Il y a un touchdown défensif, il ne marque qu'un seul touchdown offensif dans ce match. Et la question, ça va être ça va être vraiment, oui, ils peuvent gagner ces matchs-là contre à peu près tout le monde parce que leur défense leur permet d'avoir une attaque solide sans être explosive. Mais qu'est-ce qui se passe si Kansas City t'en met 35? Oui, c'est la question pour beaucoup de monde, hein, de toute manière. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'on voit effectivement le facteur X de ces Steelers d'ici la fin de saison, c'est cette attaque. C'est la capacité à aller au-delà de ce qu'ils font à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je pense en partie, peut-être pas complètement, peut-être pas au niveau des Chiefs, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, ils peuvent faire mieux, je pense, malgré tout. Bon, on verra, hein. Oui, mais clairement on a les axes de progrès pour les deux équipes. Du côté de Baltimore, pour revenir à eux, c'est un peu la course au Covid maintenant, hein, qui est lancée et qui les a vraiment mis dans une mauvaise position. Ils sont 9e de l'AFC, à 6 victoires, 5 défaites, un match derrière les dernières places en play-off. Il leur reste à jouer Jets, Colts, Chargers, Dolphins, Broncos. Bon, ils sont dans tous ces matchs si ils récupèrent la plupart de leurs éléments forts. Donc ils restent largement dans la course. C'est pas évident, ils ont beaucoup moins de droit à l'erreur, mais ils restent dans la course dans les faits, hein. Ils restent totalement dans la course et l'avantage, on va dire, c'est qu'ils ont vraiment leur destin entre les mains dans le sens où ils vont jouer les Colts, les Dolphins et les Browns, qui sont 3 des équipes devant eux pour la wildcard. Donc si tu bats les 3 a priori, tu vas forcément remonter et ça va le faire. Après, faut effectivement retrouver les absents Covid, faut aussi retrouver de l'allant offensif parce que les matchs contre les Colts, ce qu'on voit des Browns et des Dolphins, c'est pas des matchs qui vont être gagnés d'avance et offerts même avec le retour des blessés, hein. Vu les dernières prestations de Baltimore, va quand même falloir un peu se bouger. Donc, non, c'est vrai que c'est avec les petites difficultés de l'attaque cette année.
Surtout face à la défense des Dolphins, à celle des Colts. Ouais, tu vois, c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas gagné. Pas mais au moins, comme tu dis, ils ont leur destin en main, donc ça rend cette défaite un peu moins dramatique parce que de toute façon, ils avaient quand même très très peu de chances de s'en sortir dans ce match-là vu les conditions, vu les conditions de jeu. Voilà pour ce débrief. On passe à la fiche de la semaine. Cardinals 6 victoires 5 défaites, Rams 7 victoires 4 défaites. Les Cardinals arrivaient avec beaucoup d'ambition cette année, Raphaël. Finalement, ils arrivent à un véritable tournant avec ce match de division. Ils vont jouer les Rams 2 fois d'ici la fin de l'année, donc c'est une opposition plutôt importante à décortiquer. Clairement, au moment, en tout cas de la saison où on en est, ça va être force contre force avec l'attaque des Cardinals contre la défense des Rams. Ouais, c'est ça, c'est bien résumé, clairement, vu que la défense des Rams c'est actuellement vraiment le moteur, le point fort de cette équipe. Donc on va avoir là-dessus un beau duel, notamment un Jalen Ramsey versus DeAndre Hopkins qui s'annonce quand même bien sympathique à regarder ce week-end. Je pense qu'on a vraiment la possibilité de voir un grand match-up là-dessus. Donc on a forcément hâte. Un des éléments à vérifier, c'est le physique, on va dire le côté blessure chez Kyler Murray. Est-ce qu'il va sortir un peu plus de la poche? Et dans ce cas-là, qui chez les Rams va être un peu, on va dire, en espion sur Kyler Murray, va être un peu en charge de l'empêcher de trop sortir de la poche, de le plaquer tout de suite. Là aussi, on a sans doute une des clés un peu du match, vu qu'à chaque fois que Kyler Murray sort beaucoup de sa poche, qu'il arrive à gagner des gros jeux, c'est souvent un des facteurs décisifs pour la victoire des Cardinals. Donc non, c'est vraiment comme tu dis, l'affrontement à suivre et peut-être pas le facteur X du match, mais forcément un des tournants du match. Les Rams sont en pleine bourre défensivement, ils sont 2e sur les yards encaissés, 3e contre la passe, 4e contre la course, 4e sur les points encaissés. Tu l'as dit, ils ont Jalen Ramsey qui sort d'un gros match contre DK Metcalf, je vais y arriver. Je cherchais contre qui ils avaient joué, qu'ils peuvent donc là mettre sur DeAndre Hopkins, il y a Aaron Donald, mais je crois que c'est quand même l'occasion aussi de dire que la qualité de cette défense des Rams en ce moment, c'est aussi un effort collectif avec des mecs dont les noms sont pas forcément glamour parce que les deux autres sont très présents, mais Darius Williams, Micah Kiser, Josh Johnson font des bonnes saisons aussi, hein, quand même, il faut le souligner. Ah bah il faut le souligner clairement, c'est tout, principalement je trouve, c'est tout le backfield défensif notamment qui est vraiment à mettre en avant du côté des Rams cette saison, avec des vraies bonnes surprises. Jordan Fuller aussi, au poste de safety qu'on n'attendait pas forcément. Enfin voilà, c'est des joueurs qui ont tous élevé le niveau de jeu. Je pense qu'ils bénéficient aussi d'une ligne défensive plus efficace que l'an dernier, donc plus rapidement sur l'homme, sur l'adversaire, donc ça leur fait aussi gagner du temps. Enfin, on connaît bien toute cette mécanique très liée entre la ligne défensive, le backfield, mais clairement c'est des efforts collectifs. Et puis par exemple, un peu à l'image de ce qu'avait fait Dante Fowler quand il était arrivé il y a 2 ans chez les Rams, là t'as un Leonard Floyd dont on n'attendait plus grand chose, qui revit grâce aux brèches créées par Aaron Donald, et ça fait un deuxième pass rusher avec toujours Michael Brokers, le vétéran. Donc non, c'est vraiment c'est devenu une vraie défense solide cette saison, donc à voir jusqu'où ça peut les porter. Les Cardinals ont pas mal progressé en termes de protection parce que l'an dernier ils avaient pris 50 sacs, ils étaient 27e, là cette année ils sont 9e avec seulement 18 sacs encaissés sur les premières semaines. Mais au final j'ai presque envie de dire que c'est plus vraiment l'essentiel. L'essentiel, ça a l'air d'être devenu d'empêcher Kyler Murray de courir. Oui. Pour les adversaires. Ouais, effectivement, c'est un peu ce qu'on a l'impression de voir depuis le début de saison, vu qu'une partie vraiment de la capacité d'Arizona à faire bouger les chaînes, comme on dit, viennent des courses appelées pour Kyler Murray, où quand tu le passes, tu le blitz, sa capacité à s'en échapper, à se faufiler, c'est vraiment devenu un élément plus qu'important, parce que finalement arriver jusqu'à lui n'est peut-être plus suffisant, n'est pas suffisant pour contrer cette attaque. Donc faut l'empêcher de sortir de la course, le forcer à rester dans la poche même le plus longtemps possible. Non, c'est effectivement une des clés. Ouais. Il y a une des pistes en fait données par les Patriots, c'est que sur les actions read option, je crois que c'est Murray d'ailleurs qui le disait lui-même en conférence de presse, c'est que en fait il jouait toujours lui. Donc il le force à donner le ballon sur l'option à chaque fois. Ouais. Et ce qui est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Et les Patriots, il disait que les Patriots l'avaient toujours joué lui en fait. Donc il était obligé de donner le ballon à chaque fois sur sa lecture, même si à la base il espérait y aller quoi. Donc effectivement, c'est une clé. Ouais, c'est une vraie première piste. D'ailleurs, il y a un autre nom que j'ai pas donné, que j'aurais dû donner pour les Rams, c'est Brandon Staley, le coordinateur défensif,
dont on mentionne quand même très peu le nom. On en parlait beaucoup quand c'était Wade Phillips parce que Bien c'était sûr, un vieux sage qui avait de l'expérience. Mais Staley, il a apporté une petite patte. Il joue, j'ai trouvé cette stat, avec moins de 6 défenseurs dans la boîte sur 85% des snaps. C'est le plus haut taux en NFL en fait. Ils ont la boîte la moins remplie. Et malgré ça, ils sont 6e sur les yards encaissés par course. Donc en fait, je pense que déjà, t'as la qualité d'Aaron Donald qui évidemment aide. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça leur laisse quand même beaucoup de possibilités, notamment face à une équipe qui a autant de cibles. Tu vois, de pas avoir besoin de blinder autant la boîte, c'est hyper intéressant contre les Cardinals. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça te permet de mobiliser plus de joueurs défensifs sur les différentes cibles, comme tu dis, des Cardinals, donc entre Hopkins, Kirk, Isabella, Fitzgerald, tout ça, et même de temps en temps leur tight end quand ils les utilisent. Donc effectivement, ça donne plus de polyvalence pour le coup à cette défense, et ça te permet aussi d'avoir, je pense, un des points forts des Rams cette saison en défense, c'est que ça permet d'avoir des schémas plus variés sur le rusher aussi, celui qui va rusher le quarterback adverse, c'est que du coup tu as moins de monde dans la boîte, mais le blitz peut venir plus souvent du safety, d'un cornerback, tu brouilles aussi un peu tes cartes là-dessus. Donc c'est la patte de Stanley à l'heure actuelle, et ça porte vraiment ses fruits pour les Rams cette saison. Dans l'autre sens, on aura donc Jared Goff contre la défense des Cardinals, qui est une défense plutôt de milieu de tableau. Sur les derniers matchs, ils prennent 20 points contre les Patriots, donc 28 face aux Seahawks, 30 face aux Bills, 34 contre les Dolphins, 34 contre les Seahawks un peu plus tôt. En théorie, les Rams ont plutôt l'avantage dans ce domaine-là aussi. Ouais, en théorie. Après, encore une fois, ça va dépendre de quel Jared Goff on a, j'ai envie de dire. Parce que si tu regardes, par exemple, les 4 derniers matchs des Rams, ils perdent contre 49ers et Dolphins, mais ils vont battre les Seahawks et les Buccaneers. Donc, tu sais pas... Enfin, il reste quand même un peu compliqué à juger, à jauger. Mais on l'a déjà dit semaine après semaine, effectivement le joueur décisif c'est Jared Goff, son inconstance, son irrégularité, et à quel point dans ce match-là il va prendre la mesure ou pas de la défense adverse. Bon, je sais vraiment pas sur quel Jared Goff m'appuyer pour le coup, quoi, parce que je pense que vraiment on voit le plafond en fait, parce qu'il y a plus on a passé le stade du début où ils pouvaient surprendre un peu, ils sont rentrés dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils étaient parce qu'ils étaient 5e à la passe en 2018, 4e l'an dernier, et là cette année ils sont tombés à la 11e place. Le jeu au sol a un peu baissé aussi, par rapport aux grandes époques Gurley où ça marchait vraiment très très bien. Je pense qu'ils souffrent de ça, clairement. Il y a pas de cran supérieur maintenant. Ils ont ce qu'ils ont avec Jared Goff, et il sera un peu dépendant de comment ça va autour de lui, et il a pas l'air de pouvoir élever. Donc tu vois, l'an dernier ils sont 3e, l'année dernière ils sont dans le dernier tiers au sol, donc ça marche pas non plus, et on l'a vu. Mais en 2018 ils étaient 3e au sol quand ils vont au Super Bowl. Donc c'est toute la différence aussi, quoi. Ouais, c'est une différence, et faut pas oublier qu'en plus Gurley était une vraie option de sécurité pour Goff en sortie de backfield, quand il prenait la pression, avec un vrai coureur capable aussi de faire quelques réceptions, ce que n'ont pas encore montré les Anderson, Akers, tout ça du côté des Rams cette saison. Donc c'est vrai que ça marche moins bien maintenant que McVay et ces joueurs ont plus de mal à installer leur jeu au sol. Après, sur ce match, malgré tout, je pense qu'ils ont quand même des face-à-face intéressants avec leurs receveurs, des Woods et Kupp face à Peterson et le reste du backfield. Bon, il y a quand même des options, quoi, à utiliser, donc... Écoute, moi je pense qu'ils ont l'avantage de toute façon aussi dans cette opposition. J'ai l'impression qu'ils ont l'avantage en fait dans les deux oppositions attaque-défense. Je pense que leur défense est en pleine bourre et que leur attaque a de quoi dépasser les Cardinals. Donc si on arrive au pronostic, je vais donner les Rams. Ouais, je vais aussi partir avec les Rams, comme toi. Je pense qu'ils ont un peu l'avantage et que les Cards me semblent quand même bien dans le dur sur les 4 derniers matchs, donc Los Angeles. Et on y va tous les deux sur Los Angeles, justement, des pronostics. Il en sera question juste après ça. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go, work on 3, 1, 2, 3, work!
Les pronostics, Raphaël, une très très belle semaine 12, il faut l'avouer, puisque Grégory a marqué 9 points. Alors en même temps, il avait quand même choisi les Buccaneers contre les Chiefs, et il y en avait un autre qui était un peu audacieux, je sais plus c'était lequel, je crois que il avait pris les Lions. Oui, contre les Texans. Contre les Texans. Donc 9 pour Greg, 10 pour Raoul, 11 pour Camille et toi, 12 pour moi. Je lui reprends 3 points. Yes. Au classement général, Raoul 109, ça s'enfonce. Hein. Il a 3 points de retard maintenant sur Camille qui est à 112. Greg à 117. Tu repasses devant Greg, c'est le chassé croisé toutes les semaines, il est à 118. Tu es à 118 et je suis à 123. Donc je suis pas mal en forme. Merci beaucoup à Joachim pour les pronos évidemment, comme toutes les semaines. Pas de match du jeudi cette semaine, puisque suite aux nombreux changements, nous n'avons pas de match du jeudi. Et on commence donc directement au dimanche à 19h. Les Falcons, 4 victoires, 7 défaites. Les Saints, 9 victoires, 2 défaites. Taysom Hill sera sur le terrain. Est-ce que ça peut être une surprise si les Falcons sont dans un bon jour? Alors je sais que c'est toujours un peu difficile avec les ischios de Julio Jones en ce moment. Il n'a pas joué le dernier match. C'est pas encore sûr qu'il soit là, je crois, pour celui-là. Mais tu vois, s'ils prennent un petit feu, Taysom Hill, il n'est pas fait pour être derrière, quoi. Non, effectivement, comme tu dis, il y a quand même un potentiel match surprise sur le coup, parce que on a quand même vu une défense des Falcons la semaine dernière contre les Raiders très très concentrée et très appliquée, alors que jusque-là, en plus, les Raiders perdaient très peu de ballons, ils ont perdu 5 ballons sur ce match, donc pour le coup, on a eu vraiment une prestation d'Atlanta assez étonnante en défense. Donc, quand on voit que l'attaque des Saints quand même est pas au top niveau depuis que Taysom Hill, mais c'est normal aussi, hein, mais pas au top niveau depuis que c'est Hill à la baguette, tu dis que si cette défense d'Atlanta arrive à le déconcentrer tout ça, on pourrait voir quelques turnovers, on pourrait voir une équipe des Saints qui galère beaucoup plus offensivement que ce qu'elle n'a l'habitude ces dernières semaines. Donc, attention. Ouais, potentiel si et bon, alors après évidemment la défense des Saints, on parlait de défense en pleine bourre tout à l'heure avec les Rams, la défense des Saints est très très forte en ce moment, elle monte en puissance, donc ils peuvent faire quelque chose. Je dis juste que si Taysom Hill est mené, que Julio Jones fait 2-3 exploits, que voilà, bon, sur ce je vais quand même prendre les Saints évidemment. La gagne. Oui, non, mais t'as raison, je vais aussi jouer les Saints pour leur défense principalement. Je pense que leur défense a vraiment la main chaude depuis plusieurs semaines, et que on a vu quand même que l'attaque des Falcons est encore un peu branque-ballante, donc Saints. J'ai vu passer des infos qui doivent faire plaisir à Grégory aujourd'hui. Avec les dernières performances, Raheem Morris montre qu'il est un candidat légitime au poste de head coach, etc. Bears, 5 victoires, 6 défaites. Lions, 4 victoires, 7 défaites. Darrell Bevell est donc le coach intérimaire des Lions. C'est un match, je sais pas s'il est intéressant, parce que là, les deux équipes espèrent plus grand-chose. Hein. Les Bears étant en course pour les playoffs il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça s'écroule. Mitchell Trubisky, d'ailleurs, confirmé titulaire pour un deuxième match de suite. Franchement, c'est un match de division assez imprévisible, difficile à pronostiquer. Je vais te dire que j'espère que Kenny Golladay joue, et du coup je pronostique une victoire des Lions, tu vois, sur le côté content de s'être débarrassé de Matt Patricia. Ouais, j'ai pensé aussi à ça, ce côté psychologique, enfin libéré de l'oppresseur, on va dire. Mais malgré tout, je vais aller sur les Bears sur ce match, déjà pour essayer de te reprendre un petit point tranquillement cette semaine, et puis parce que je pense que dans le cas où Golladay pourrait pas être là, il y a quand même pas tellement d'armes offensives chez les Lions face à une grosse défense de Chicago malgré tout. Ouais, c'est un peu ça qui est embêtant. Bon, après, voilà, ça serait sur la défense, quoi, que les Bears iraient le gagner, parce que l'attaque de Chicago, je les vois plus capables de grand chose, donc voilà, mais sur la défense, Chicago, allez. Alors, juste pour info, Greg a pris les Bears aussi. En fait, tout le monde a pris les Bears sauf moi. Après, la semaine dernière, je me rappelle justement, j'avais pris les Titans seuls contre les Colts, et ça a fait un beau moment dans ma soirée. Donc je vais faire confiance à Matt Stafford. Allez. Texans, 4 victoires, 7 défaites. Colts, 7 victoires, 4 défaites. Match de division. Les Texans ont le meilleur quarterback, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont de meilleur. Ouais, oui, complètement. Le meilleur quarterback qui en plus a perdu sa cible la plus importante, Will Fuller, mine de rien. Donc, Will Fuller suspendu pour 6 matchs. Hein. C'est ça, t'as quand même, il perd son receveur numéro 1, c'est pas anodin pour le coup.
Donc, et ben, on va aller sur Indianapolis, qui est plus costaud depuis le début de saison et qui a eu tendance quand même à montrer qu'il battait les plus faibles. Et donc, Indianapolis. Quelle tristesse quand même, le mec est déjà seul. En plus, on lui retire Will Fuller pour les 5 derniers matchs de la saison. Après, on va pas dire que les Texans l'ont pas un peu cherché en ayant Brian Cushing comme préparateur physique, mais oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on rappelle que c'est une suspension pour dopage. D'ailleurs, voilà. Bradley Roby en défense suspendu 6 matchs aussi, le même jour. Donc apparemment, ils ont bu dans le même verre. Tu vois, il y a un moment. Parce que pour ceux qui connaissent pas Cushing, quand même, pour rappeler, donc c'est un ancien linebacker des Texans qui a raté en carrière 40 matchs sur 144 possibles, et sur les 40 matchs ratés, de mémoire, il y en a 10 ou 12 pour dopage. Oui. Et c'est ton préparateur physique. Bon, il y a un moment, tu vois, Cushing, quand il était pas blessé, il était dopé, de toute façon. Voilà, donc il y a un moment, qu'est-ce que tu veux faire ? Enfin, tu cherches un peu l'embrouille quand même. D'ailleurs, je sais pas si c'est le plus inquiétant de l'embaucher comme préparateur physique à cause du fait qu'il était tout le temps blessé ou tout le temps dopé. Je sais pas quel est le pire. Bah c'est ça, c'est bon. Franchement, bon, j'espère que les cours magistraux étaient bons et qu'il leur ressort ça, quoi. Donc Colts pour tous les deux. Dolphins 7 victoires 4 défaites, Bengals 2 8 et 1 nul. Incertitude au poste de quarterback pour les Dolphins, apparemment sera décidé au dernier moment entre Ryan Fitzpatrick et Tua Tagovailoa qui est touché au pouce gauche. Bon, incertitude ou pas, il n'y a pas grand chose en face quand même. On rappelle que c'est Brandon Allen qui s'est fait pulvériser la semaine dernière. Pulvériser. Ils sont restés dans le match parce que Daniel Jones s'était blessé, mais c'était les Giants. Oui, c'est ça. C'est quand même une équipe des Bengals qui, depuis la blessure. Déjà, c'était pas facile quand ils avaient Joe Burrow, ça l'est encore moins depuis qu'il est plus là. Les Dolphins, vu le sérieux qui monte depuis le début de saison, je les vois mal passer à côté de ce match qui serait catastrophique pour la course aux playoffs en cas de défaite. Donc Dolphins également. Vikings 5 victoires 6 défaites, Jaguars 1 victoire 10 défaites. On est dans la course au playoff pour les Vikings, ils s'accrochent. Ce sera encore Mike Glennon le titulaire du côté des Jaguars, ça a été confirmé. A priori, là aussi, Minnesota est quand même devant dans tous les secteurs, c'est une opposition assez claire. Oui, les Vikings sont devant, on n'en parle pas beaucoup. Alors déjà, ils devraient sans doute retrouver Adam Thielen, toujours un plus quand même dans leur jeu. Et puis on n'en parle pas beaucoup, mais Kirk Cousins sort quand même de 3-4 semaines, je dirais même d'un mois vraiment bon, de bon niveau sur sa position. Il est beaucoup moins de pertes de balles, beaucoup plus tranchant, on va dire, dans ses lancers. Donc il y a quand même une attaque des Vikings qui me semble largement en mesure de déborder la défense des Jaguars, qui est remplie de rookies, de jeunes joueurs, et qui va faire ce qu'elle peut, quoi. Vikings et Vikings. Jets 0 victoire 11 défaites, Raiders 6 victoires 5 défaites. A priori, c'est une bonne manière de se remettre en piste pour Las Vegas. Je regarde pas souvent les stats des Jets, mais là, comme du coup, quand j'anime l'émission de préparation, je regarde un peu les stats. Donc, pire attaque et 28e défense pour les Jets. Pour faire un petit point comme ça, intermédiaire, à quelques matchs de la fin. On a vu que les Raiders n'avaient pas forcément une défense fabuleuse lors du dernier match, mais clairement c'est typiquement le match où tu te remets en selle après une défaite contre une équipe plus faible, quoi. Oui, totalement. Je pense que leur attaque va relever la tête, perdre beaucoup moins de ballons. Enfin, c'est une défense qui est pas au top. Las Vegas. Las Vegas également. Titans 8 victoires 3 défaites, Browns 8 victoires 3 défaites. Ça aurait pu être la fiche de la semaine parce que sur le bilan, en fait, c'est les deux meilleurs bilans qui s'affrontent. C'est vrai. Gros test pour Cleveland. Et on a un match très 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 old school parce que on a la première attaque au sol, c'est Cleveland, 161 yards par match. La troisième attaque au sol de la ligue, c'est les Titans, 158 yards par match. Entre les deux, il y a les Ravens. Attention quand même, Miles Garrett est de retour. C'est vrai. On pourrait presque dire que les Browns ont la meilleure... je sais pas s'ils ont la meilleure défense, mais ils ont le plus de playmakers parce que Garrett et Ward, ça fait déjà 2 playmakers de plus que les Titans. Effectivement, leur défense a plus de playmakers et c'est montré, non, je dirais pas jusqu'à plus solide, exagérons pas que celle des Titans, mais en tout cas... Alors, statistiquement, ils encaissent moins de yards, 30 yards de moins par match, les Browns. Ouais, à 30 yards, bon, je suis pas bien sûr... faudrait se refaire les calendriers en plus, à 30 yards, je suis pas bien sûr qu'on puisse en tirer une grande... Sur les points, ils sont quasiment à la même chose. 25-9 pour les Titans, c'est pour ça, pour les Browns. Moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir deux défenses à peu près au même niveau, mais juste une qui a effectivement 2-3 joueurs capables de faire un peu, de donner le sentiment en tout cas de pouvoir faire la différence là-dessus.
Après, tu parlais de 2 attaques au sol un peu old school. Je trouve par contre que c'est pas le même type d'attaque au sol, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que les Browns ne vivent que par ça et n'ont que ça comme moyen de gagner un gros match de Nick Chubb, bien épaulé par Kareem Hunt de temps en temps. Alors que les Titans, le jeu au sol permet en fait d'ouvrir des brèches sur des play action, tout ça pour Ryan Tannehill, et qu'en plus, quand Derrick Henry est un peu moins bon, t'as quand même Tannehill qui arrive par moment à trouver des solutions avec A.J. Brown, Jonnu Smith, tout ça. Et Tannehill fait une bien meilleure saison que Baker Mayfield. Donc, la différence, c'est ça, de toute façon. C'est que les Titans, en plus du jeu au sol, ils ont Tannehill et A.J. Brown. Oui, non, mais c'est sûr. Donc moi, je vais aller sur les Titans. Il me semble quand même bien plus complet et plus explosif en attaque. Titans également. Dimanche à 22h05, Cardinals 6 victoires 5 défaites, les Rams 7 victoires 4 défaites, donc on a donné tous les deux les Rams. Juste pour te dire, parce qu'on commence quand même à regarder avec attention la course, Grégory pourrait y avoir encore des écarts parce qu'il a pris les Cardinals, donc on a tous les deux les Rams, et donc j'ai dit il a les Bears, donc moi ça fait une deuxième différence, et tu verras tout à l'heure il y a une troisième différence dans les choix qui est pas anodine. Seahawks 8 victoires 3 défaites, Giants 4 victoires 7 défaites, incertitude sur Daniel Jones qui est touché aux ischio et qui est incertain pour ce match. Bon, après, de toute façon, contre les Seahawks, ça semblait difficile de suivre le rythme, même s'il avait fait de bonnes rencontres. C'est quand même compliqué, Daniel Jones ou pas, ça sent le Seahawks. Oui, ça sent le Seahawks. Comme tu dis, malgré les dernières bonnes sorties des Giants, là, on était face à un adversaire d'un calibre bien au-dessus de ceux qu'ils ont battus les semaines passées. Même si la défense de New York se bat bien jusque-là, j'ai du mal à les voir tenir DK Metcalf et Lockett, et à partir du moment où ils vont avoir du mal à les tenir et que ça va commencer à s'envoler côté Seattle, je les vois pas, ils ont pas les receveurs pour suivre, ils ont pas le quarterback encore pour suivre, donc Seattle pour tout le monde. Dimanche à 22h25, Packers 8 victoires 3 défaites, Eagles 3 victoires 7 défaites, 1 nul. Sauf énorme trou d'air, les Packers devraient pas avoir trop de mal à se détacher. Philadelphie a une défense statistiquement honnête, mais là, a priori, il y a quand même de la marge pour Green Bay sur ce qu'on a vu ces dernières semaines. Oui, il y a de la marge. On a vu une attaque des Packers qui s'en est vraiment bien sortie face à la défense de Chicago, qui est un poil meilleure que celle des Eagles quand même depuis ce début de saison. Et puis surtout, de toute façon, tant qu'à Philadelphie, l'attaque donne aussi peu de choses et perd autant de ballons, etc. De toute manière, Philadelphie sera en galère pour remporter le moindre match. Donc, et je vois pas tellement pourquoi ça changerait face aux Packers, même si les Packers ont une petite faiblesse contre le sol à l'heure actuelle. Mais bon, est-ce que les Eagles vont suffisamment l'exploiter ? J'en suis pas bien persuadé, donc je vais rester sur les Packers. Oui. Pas sûr non plus, et la grosse différence, tu l'as évoqué, Philadelphie a perdu 21 ballons cette année, ils sont 30e en NFL, alors que les Packers en ont perdu que 9, ils sont 3e en NFL. Donc il y a aussi cette propreté qui va jouer énormément, surtout si tu rends des ballons à Aaron Rodgers avec des bonnes positions. A priori, le match il risque d'être compliqué, donc Packers aussi. Chargers 3 victoires 8 défaites, Patriots 5 victoires 6 défaites. Un rookie face à Bill Belichick. On aime bien ce genre de... celui-là il est intéressant quand même, parce qu'on a une attaque des Chargers qui a mis pas mal de points, qui arrive à mettre des points depuis le début de la saison grâce à Justin Herbert. Et le truc, c'est que quand on voit à quel point l'attaque des Patriots est en difficulté pour marquer 15 points cette saison, tu peux te dire que si Herbert il arrive à trouver 2-3 fois la faille, c'est pas bien certain que les Patriots le suivent. Maintenant, effectivement, on a vu quand même une défense des Patriots qui a mis en grosse difficulté Kyler Murray, alors face à un rookie. Herbert avait été en difficulté face à la défense de Miami, l'ancien, et des Bills. Bon, j'ai dans l'idée que Belichick pourrait lui ressortir un peu une défense, un peu comme ce que les Dolphins ont fait face à Justin Herbert, donc je vais aller avec les Patriots. Mais je tomberai pas non plus vraiment de ma chaise si les Chargers le prennent celui-là. Et bah écoute, moi c'est exactement le même sentiment, et en fait je parie sur les Patriots parce que je parie sur le coaching. C'est le match, tu vois, qui va te montrer la différence, j'espère pour mon prono en tout cas. Ouais. Si ça gagne, tu vois, ça te montre la différence entre avoir un bon coach et pas l'avoir. Parce que sur le papier, je veux dire, les Chargers, ils ont Keenan Allen, ils ont Austin Eckler, ils ont Joey Bosa, sur le papier, il n'y a pas de match en théorie. Quand tu vois les performances de l'attaque. Ouais, en tout cas, ils ont plus d'armes en attaque et qui suffit à les mettre de. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, Grégory prend les Chargers. C'est pas. J'hésite même encore au moment là. Je suis d'accord. Dire Patriots, tu vois, mais il est dur. Ouais, non, clairement.
il est pas facile. Dimanche à lundi, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, Chiefs 10 victoires, 1 défaite, Broncos 4 victoires, 7 défaites. Patrick Mahomes contre Drew Lock, je sais que c'est 2 quarterbacks que tu as beaucoup vu cette année, dont tu as beaucoup parlé, avec ta grosse expertise des Broncos, hein, des résumés que tu as fait. Est-ce que tu penses que Drew Lock peut suivre le rythme de Patrick Mahomes, même faire mieux que lui, évidemment? Ouais, je pense qu'il peut faire mieux que lui dans le 4e quart-temps quand il y aura 30 points d'écart et qu'il va enchaîner deux touchdowns pour faire genre. Possible, il aura sans doute plus de touchdowns lancés dans le 4e quart pour faire genre, mais après en dehors, non, je crois. Enfin, ça. Denver, une défense honnête, hein, qui se bat bien semaine après semaine, mais là, c'est trop. Enfin. Ouais. Et les Broncos sont aussi l'équipe qui perd le plus de ballons cette année, donc inutile de dire ce que ça va donner s'ils en rendent à Patrick Mahomes. C'est la même chose que tout à l'heure avec Aaron Rodgers, hein, donc Chiefs. Oui, pareil. Alors, on rentre dans les horaires un peu funky. Lundi à 23h. Parce que là, vous vous dites, on est arrivé au Sunday Night. Normalement, il reste plus que le Monday Night. Eh ben non, il reste 3 matchs. Donc, lundi à 23h, ce sera Steelers 11 victoires, 0 défaites et Washington 4 victoires, 7 défaites. Tu l'as dit dans l'émission de mardi, notamment, l'attaque de Washington, c'est assez limité. Il y a Terry McLaurin et il y a Antonio Gibson, mais ça reste quand même avec peu de moyens. Forcément, face à cette défense des Steelers, ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est ça. On voit une défense des Steelers qui est vraiment très très dominante cette saison, à l'image de TJ Watt, etc. Alors, ils viennent de perdre Bud Dupree, qui faisait bien la paire avec TJ Watt justement. Ça va être un handicap d'ici la fin de saison. Ça pourrait vraiment les gêner pour la suite. Là, face à la football team, je suis pas bien certain que ça les handicape plus que ça. En fait, je vois pas Alex Smith résister à la pression du pass rush, tout simplement du pass rush des Steelers. Je pense que Alex Smith va couler là-dessus, donc Steelers. Steelers également, clairement au niveau de la défense. C'est typiquement le match dont on parlait tout à l'heure où leur défense leur permet d'être assez tranquille en attaque. Dans la nuit de lundi à mardi, donc ça c'est le Monday Night Football traditionnel. La nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. 49ers 5 victoires, 6 défaites. Bills 8 victoires, 3 défaites. C'est pas forcément un match facile pour Buffalo parce que c'est jamais facile de jouer les 49ers. Est-ce que tu penses que ça peut être une surprise? Je dis ça parce que Grégory a pris les 49ers. Je pense que ça peut être une surprise. Moi, j'ai aussi hésité pour le coup. Pour être franc même, j'ai mis Bills pour plutôt coller à toi que pour pas prendre trop de retard sur toi au cas où ça se passait mal. Mais t'as un George Kittle qui pourrait revenir. On a quand même vu des 49ers assez intéressants la semaine dernière face aux Rams. En défense, en attaque, ils courent bien. Buffalo défend pas forcément bien la course ces dernières semaines. Ça pourrait être un vrai piège pour le coup. Je suis aussi d'accord que c'est un match difficile. Aucun des pronostics m'étonnerait, aucun résultat m'étonnerait. Moi, j'y vais sur le fait que Buffalo retrouve quand même bien sa défense et son jeu au sol ces dernières semaines. Et que avec ces armes-là, face à des Niners qui restent encore un peu limités et qui ont toujours pas retrouvé Jimmy Garoppolo notamment, pour peut-être leur faire repasser une petite vitesse supérieure en attaque, je pense que ça devrait suffire. Josh Allen a eu des hauts et des bas quand même ces dernières semaines, mais je pense que ça devrait suffire et qu'il pourrait quand même réussir quelques actions nécessaires. Donc je vais y aller sur Bills. Ouais, moi aussi. Ça marche. Mardi à mercredi, donc c'est le Tuesday Night Football maintenant. Donc on a un match dans la nuit de mardi à mercredi à 2h05 du matin. C'est le Ravens 6 victoires, 5 défaites contre les Cowboys 3 victoires, 8 défaites. Si vous avez bien suivi, vous l'avez compris, c'est donc le match qui était prévu ce jeudi. On enregistre le jeudi 3 décembre. Donc il est repoussé au mardi à mercredi. Deux équipes donc, qui ont probablement eu les deux saisons les plus étranges de l'année, j'ose pas dire de bêtises, mais bon, c'est pas mal en termes pas mal avec les Patriots avaient surtout eu des abandons avant la saison avec le Covid. Là, pendant la saison, Cowboys Ravens, ça se défend au niveau du bizarre. Rien que pour la défense des Ravens quand même, a priori c'est un secteur qui pour moi doit plier ce match. Si Lamar Jackson est revenu en plus d'ici là, pour l'instant, il n'est pas sorti de la liste Covid. Non, il n'est pas encore sorti. Mais ça laisse du temps. Ouais, ça laisse du temps. Comme tu dis, je pense que cette défense de Baltimore a les armes, notamment en profitant des encore très probables blessures sur la ligne offensive des Cowboys, donc d'un Dalton souvent sous pression, d'un Ezekiel Elliott moins performant. Et en plus, tu as quand même beaucoup de bons joueurs dans le backfield défensif des Ravens pour essayer de bloquer toutes les cibles de Dallas. Donc,
Et de l'autre côté, Dallas, bon, après, suivant le visage qu'a l'attaque des Ravens, c'est un match que Baltimore pourrait remporter 17-14 sans m'étonner outre mesure, hein, pour le coup. Oui. On pourrait avoir un très faible scoring, et sur celui-là, je vais aller avec Baltimore pour le coaching, pour quand même les stars un peu plus nombreuses en défense. Mais bon, sans Lamar Jackson, il pourrait être un peu compliqué quand même, hein. Oui, si ça sent Lamar Jackson, ça peut être compliqué. Mais après, comme tu l'as dit, en plus, il y a tellement de pertes sur la ligne offensive des Cowboys en ce moment que ça fait quand même la différence. Donc, Ravens pour tous les deux. Ouais. Repos cette semaine, je crois que ça doit être la dernière semaine où il y a des équipes au repos. Buccaneers et Panthers qui avaient quand même joué toutes les semaines depuis. Oui, je crois que c'est ça, c'est les seules équipes à avoir enchaîné 12 semaines de jeu et qui, du coup, vont se retrouver enfin avec un peu de repos. Nous, on passe aux questions. Les questions, comme toutes les semaines. Raphaël, on commence avec une question de Fidel Gastro. Selon vous, qui aura la meilleure carrière entre JJ et TJ Watt? JJ. Bon, trois fois défenseur de l'année. Ouais, il est déjà 3 fois défenseur de l'année. C'est un record quand même. Donc avant de le rattraper, TJ, il a du taf, hein. Après, si on dit meilleure carrière, est-ce que tu vois, genre si TJ, parce qu'il a déjà un défenseur de l'année du coup, non? Non, pas encore? Non, pas encore. Non, pas encore, pardon, c'est Gilmore qui l'a eu l'an dernier. S'il a un défenseur de l'année cette année et qu'il va chercher le titre, parce que JJ, il aura jamais de titre. Ouais, ça paraît mal parti, sauf trade oui. À l'intersaison, quoi. Mais tu vois, s'il chope juste même un défenseur ou de l'année ou deux sur les 10 années à venir, mais il est à Pittsburgh, donc il peut choper un titre, lui. Donc là, moi, je trouve que ça fait déjà une meilleure carrière, hein. Je sais pas, ouais. Bon, après, c'est vrai que JJ Watt a été tellement énorme pendant les 3 années où il est quand même ultra dominant. Il y a deux de ses titres notamment où il est vraiment, vraiment dominant comme peu l'ont été. Donc, je sais pas, bon. Bon, c'est vrai. Je regarde un peu, je les ai pas classés avant et tout, donc je prends un peu à la volée comme ça. Pour votre futur objectif Super Bowl 2023, c'est une question d'El Grillo. Quel Nick, Chubb ou Bosa? Bosa. Moi je prends Chubb parce que Bosa il est tout le temps blessé. Quel DeAndre, Hopkins ou Swift? Bon, Hopkins. Josh Allen ou Josh Allen? Ah bah le pass rusher ou le quarterback? Je vais dire le quarterback. Ouais, je sais pas. Je me mettrais bien le pass rusher du coup parce que j'ai pas pris Nick Bosa, Joey Bosa moi. Ah oui non, c'était Nick Bosa, c'était pas Joey. Ouais, c'était Nick. Donc, mais oui, autant pour moi. Ah oui, non, donc Nick. Nick, ouais, je préfère Nick. Ouais, donc Nick. Bah, dans ce cas-là, je mettrais bien Josh Allen derrière lui. Parce que derrière, la question, c'est quel Aaron, Donald ou Rodgers? C'est pas facile, celle-là. Ouais, c'est sûr que si tu lis les 4, vaut sans doute mieux faire Josh Allen puis Rodgers que Allen Donald. Mais si on va sur le cœur, je préfère quand même prendre Aaron Donald. Mais... ouais, mais c'est vrai que si dans toute la liste là, il faut prendre un quarterback, j'aurais pris Rodgers aussi, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Pour Greg, oui, mais là on n'a pas Greg. Kyle Pitts ou Kyle Trask, je sais pas, est-ce que tu les connais? Alors Kyle Pitts, c'est un tight end de Florida. C'est les Gators là avec le crocodile. Là. Ouais, c'est Florida. J'avais peur de rajouter le State ou le University en trop. T'inquiète, je suis un footix de la NCAA, j'ai un t-shirt des Gators parce que je le trouvais cool. Donc voilà, Pitts c'est un tight end et par contre l'autre, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Et ben voilà, Greg en parlera. C'est l'occasion de vous dire qu'il y a une émission draft qui arrive ce samedi. Voilà. Donc on leur transmettra le message d'en parler un jour ou de faire une spéciale Kyle ou un truc comme ça. Question putaclic, qui a perdu le plus à l'intersaison? Les Patriots qui ont perdu Brady et qui ont du mal cette saison, ou Brady qui a perdu Belichick et le cocon des Pats pour une équipe des Bucks qui galère? Question de tu bluffes Martoni. Un peu dur tu bluffes Martoni parce qu'ils galèrent, mais ils sont sur la route des playoffs quand même. Ouais, oui, là, factuellement, là, si on s'arrête maintenant, c'est forcément les Patriots parce qu'ils seraient peut-être un peu plus en course pour les playoffs avec Brady. Après, donc j'aurais tendance à dire que les Patriots sont peut-être un peu plus perdus. Après, ça dépend ce que tu entends par perdre sur le long terme. Par exemple, je les aurais pas vus gagner le Super Bowl avec Brady, les Patriots. Donc de toute manière. Oh non, clairement. Clairement, je sais pas s'ils y ont perdu de temps que ça. Quel est le match le plus marquant de l'histoire de la NFL? Le match historique qu'il faut absolument voir en replay. Question de Richard Sherman 49. R. Sherman 49, pardon. Moi, quelqu'un lui a répondu dans les commentaires, mais je pense que moi, c'est Super Bowl 49 pour la qualité de jeu, le Seahawks Patriots. Ouais, si on parle Super Bowl, effectivement, ça pourrait bien être celui-là.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui conseillent la remontada du Super Bowl 51 aussi. C'est 51 le Falcons Patriots? Ouais. Ouais, je crois que je resterai sur le Seahawks Patriots s'il faut en revoir un. Autre question de Air Sherman 49, celle-là elle est pour toi, je te laisse répondre tout seul. Pour avoir une attaque au sol efficace, vaut-il mieux avoir une ligne offensive élite ou un running back élite? Ah bah pour moi il vaut. Ah bah je préfère largement avoir une ligne offensive élite, hein, mais bon après chacun clairement. sa chapelle. Hein. Non, mais clairement ligne offensive aussi. Arthur Lutte nous demande, vous vous retrouvez l'année prochaine avec une équipe à constituer, rebelote des dilemmes. Quarterback, là c'est par poste. Justin Herbert ou Josh Allen? Je prends déjà Herbert moi. Je crois que je prends Herbert aussi, ouais. Je le trouve plus tranchant moi sur ses passes, ouais. Je le trouve déjà presque plus abouti en passeur que Allen, ouais. Receveur, Hopkins ou Jones? Pas blessé, entre parenthèses. Je crois que je vais sur Hopkins quand même. Oui aussi. C'est dur, hein. Julio Jones quand il est dans ses matchs, c'est un phénomène aussi. Non, c'est sûr. Bon, je vais aller Jones pour le style. J'aime bien le style de Julio Jones dans ses phénomènes physiques. Running back, Dalvin Cook ou Brandon Jacobs? Josh Jacobs, je vais jamais y arriver. Hein. Je veux Brandon Jacobs depuis 10 ans. Josh Jacobs ou Dalvin Cook. Ou Dalvin Cook, là j'allais dire Brandon Cook. Dalvin Cook, hein, pour le moment, petite préférence pour le coureur. Ouais, pareil, en termes de style, il y a un truc que j'aime bien aussi chez Dalvin Cook. Cornerback, Gilmore ou Peters? Bon, Gilmore. Coach, Shanahan ou Reed? Reed pour le moment. Reed pour le moment aussi, mais Shanahan là je tease le fauteuil, je vais faire le top 10 des coachs finalement ce dimanche. Et j'ai de l'estime pour Kyle Shanahan. Ouais, moi aussi, hein, clairement. Bonus, vous prenez quel gros qui de cette QV 2020? Bah du coup on a dit Justin Herbert en quarterback. Mais il y en a. Je pourrais prendre Burrow à la place, hein, je serais pas. Oui, ou alors un des receveurs. Hein. Il y a quelques bons receveurs aussi dans cette QV. Hein. C'est vrai. Un Justin Jefferson. Oui, non, c'est vrai. Il y a quelques bons gars à récupérer. Clairement. En termes de qualité de jeu et de spectacle, le match Denver-New Orleans était-il le pire de l'année? Pourrait-il y avoir pire? Question de Jeff The One. C'était pas sûr que ce soit le pire de l'année parce que la semaine d'avant, il y avait eu un Cleveland Texan très 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 moche. Où à un moment, il y avait 3-0. Je crois qu'il y avait 3-0 pendant 2 quarts-temps, que ça a fini en 14-10 ou un truc comme ça. Enfin, donc pas sûr que ce soit le plus moche, mais c'était très laid quand même. Ouais, non mais tu vois, je préfère avoir un truc un peu what the fuck qui m'a fait rire au moins sur le début du match, que de voir en fait des deux équipes qui essayent des trucs classiques qui ne marchent juste pas et que c'est juste nul. Ouais, donc non, c'était pas le pire. Il demandait aussi quelle est la pire attaque selon vous entre Chicago, Denver, les deux New York et Philadelphie. Je dirais c'est Chicago ou New York Jets quoi. Parce qu'il n'y a même pas les fulgurances. Autant des fois Locke ou les Eagles ils peuvent avoir des fulgurances pour t'amuser. Même Daniel Jones il va te sortir une course de temps en temps. Chicago et les Jets c'est quand même le summum de l'ennui cette année. Hein. Ouais, j'irai vers chez les Jets pour le moment. Ouais, moi j'irais vers Chicago qui a le pire jeu au sol en plus de la ligue statistiquement. Ce qui n'aide pas les quarterbacks qui sont déjà mauvais. Donc ouais. Mais oui ça se joue entre ces deux-là à mon avis. Je me permets encore une fois de descendre un petit peu. Alors des questions pour répondre un peu à ceux qui découvrent aussi d'ailleurs. Qui au sein d'une franchise décide quels joueurs NCS sont draftés, le head coach, le GM ou les scouts? C'est une question de Richard Sherman 49. Bon ça on peut lui dire, ça dépend aussi des franchises et de qui a le pouvoir. C'est ça. Mais dans l'idéal, c'est une décision un peu collégiale, ils essayent d'être d'accord. Oui, dans l'idéal, le general manager choisit un joueur qui va convenir à son coach, qui a été bien repéré par les scouts et qui va convenir au modèle, au système du coach. Donc c'est sûr qu'en général, c'est quelque chose de collégial. Dans beaucoup de franchises, c'est quand même le manager général qui a vraiment le dernier choix et qui donne le nom, on va dire. Après, on a connu aussi des franchises où des fois les choix de joueurs pouvaient être un peu influencés par le propriétaire. Des fois, tu as un coach un peu plus GM. Enfin bon, c'est très varié quand même. Oui, non. Comme tu dis, on va dire que pour faire un cas général, en général, c'est le GM qui a le choix final. Mais après, ça peut. Et puis, des fois, le coach est aussi le GM, donc ça peut être compliqué des fois en NFL. Bébé Ours qui demande on ne parle pas souvent de Doug Peterson parmi les coachs en danger, mais ne serait-il pas temps pour les Eagles de changer de coaching staff?
Bon, c'est vrai que là, moi, je crois qu'on l'a déjà un peu évoqué quand même. Ouais, ça pourra d'ailleurs peut-être faire même l'objet d'un débat un peu plus tard dans la saison, un jeudi, mais oui, je pense que c'est peut-être le moment de tourner la page, Ouais, clairement. Question de Uberhawks, postulat, aucun vaccin viable contre le Covid n'est trouvé, nous sommes en milieu d'année 2021, la saison est censée commencer dans 2 mois. Pensez-vous que la baisse du plafond salarial et une éventuelle renégociation des droits télévisuels peuvent permettre de compenser la perte financière, ou la NFL annule purement et simplement la saison, ou troisième possibilité, une saison plus courte, plus stricte par rapport au coronavirus, genre si vous avez X cas en une semaine, vous déclarez forfait. Je prends celle-là parce que ça permet de répondre, mais juste dire, alors encore une fois on est dans les conjectures, mais s'il y a bien une chose de laquelle vous ne devez pas vous inquiéter, c'est que la NFL n'annulera pas une saison, c'est-à-dire que leur revenu c'est les droits télé, donc eux, que le stade soit vide, ils s'en foutent, c'est en milliards de droits télé que ça se joue, donc jamais ils annuleront une saison. Il y a beaucoup plus à perdre, enfin tu limites pas la casse justement en laissant des stades vides et en ne passant pas à la télé, donc la casse elle est limitée en passant à la télé coûte que coûte, donc c'est ça, donc après, baisse du plafond salarial, encore une fois, renégociation des droits télé, ils ont même pas besoin, ils sont déjà hyper élevés. Si renégocié, ce serait à la baisse actuellement dans le contexte, je suppose. Donc, et encore, je sais même pas. Disons que ça pourrait être plus logique dans le sens où les chaînes télé pourraient avoir moins d'annonceurs parce que plus d'entreprises en difficulté, donc donc les chaînes chercheraient à faire des offres plus basses. Donc ils ont pas d'intérêt à renégocier les droits télé qui sont déjà pharaoniques, et ils ont aucun intérêt à annuler des matchs. Donc pour le salary cap, ça après j'avoue que je sais pas, faudrait étudier concrètement comment tu peux rebaisser le salary cap, ça me paraît autant l'augmenter c'est facile. Enfin, ça va être ce serait une négociation avec le syndicat des joueurs, quoi. Mais je sais même pas si c'est prévu dans la convention collective actuelle. Donc pas facile de le baisser parce que ça veut dire qu'il faut revoir tous les contrats de tous les joueurs un par un pour re-rentrer dans les clous. Non, mais après il parlait d'une troisième possibilité, saison plus courte, plus stricte, etc. Plus courte, non, parce que annuler des matchs c'est perdre des droits télé. Mais plus stricte, oui, ils y viendront peut-être. C'est peut-être aussi. C'est peut-être aussi plus vers là. J'avais vu, j'ai perdu. J'avais oublié la deuxième partie de la question de Bébé Ours et on va finir là-dessus. Dans la série Super Bowl Fiction, un duel Buccaneers-Steelers avec Antonio Brown en mode revanchard, est-ce que ça aurait de la gueule? Ça serait marrant, c'est sûr, ça serait marrant. Est-ce que tu imagines le Media Day avec Antonio Brown au Super Bowl? Ah bah ça doit être, ça peut être assez funky ça. Enfin, tu me diras, ils auront de la chance parce qu'il y aura quasiment pas de médias au Super Bowl cette année. Oui, c'est ça. Je pense que le Media Day tel qu'il était jusque-là n'existera pas vraiment. Donc, c'est ça, il y aura même pas de Media Day en fait. Après, c'est sûr que la petite poignée de main avec Tomlin et Ben Roethlisberger, elle peut valoir son petit, elle peut valoir. Ah, ça peut être pas mal, Tiens d'ailleurs, on va finir là-dessus. On aime bien, et là on commence à rentrer dans la période de l'année où on peut le faire. Super Bowl fou. Quel est le pronostic? Je pense qu'on n'a jamais... Déjà, on n'a jamais vérifié. et 2, je pense pas que ce soit déjà arrivé. Super Bowl fou, Raphaël, en cette semaine NFL, en prenant à peu près le classement, ce qui reste possible. Moi, je sais, j'ai les Browns en AFC. Wow. Ah, ce serait le plus fou. Ouais, mais beaucoup trop pour moi, quoi. Bon, alors les Titans, allez. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais plus dit Titans. Et puis après, de l'autre côté, l'équipe de la NFC Est. Ah là, oui, là, c'est sûr que c'est. Ouais, c'est pareil. Ouais. Bon, allez, un Titan. Franchement, Titans Cardinals, je serais hyper surpris. Hein. Ouais. Même un... non, parce que les autres sont pas si surprenants. Titans Vikings, avec le coup de feu de Kirk Cousins. Titans Vikings, ouais, j'avoue. Ah là, ça serait... Cousins qui fait une flaco, il arrive au Super Bowl avec 16 touchdowns, 0 interception. Ouais. Ah ouais, ça ce serait beau, ça. Un Titans Cousins. Après, Dalvin Cook, Derrick Henry, j'en demande. Hein. Ah oui, bah là, on va bouffer de la course. Là, c'est zéro doute. Là, c'est un beau duel de coureurs. Là. C'est vrai. C'est plutôt joli. Bon, voilà, c'est sur ces beaux espoirs que nous nous quittons sur l'épisode numéro 283 du podcast Georgia Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à les rejoindre. On l'a dit, il y a des porte-clés, des magnettes, des sous-verts, etc. Et j'écris vos adresses sur les enveloppes de mes blancs chemins et vous recevez ça très rapidement. Je suis hyper à jour. Là, j'ai 2 enveloppes sur mon bureau. C'est envoyé à J+3 maximum quand vous faites vos types. Donc, bravo.
je me dis que si j'arrive pas à être à jour, je suis noyé après en fait. Si je suis pas à jour, ça va être un enfer à la fin de la saison. J'ai essayé l'an dernier et j'ai dû faire genre une journée complète d'emballage et c'était horrible. Donc je préfère faire 1 heure par jour. Alors petite annonce de service, ce samedi, première édition de l'émission Draft. Vous retrouverez Grégory Richard et Victor Roulier au micro. Je peux même déjà vous dire que c'est très bien parce qu'on l'a enregistré avant cette émission, donc j'étais au son et ça c'est très très bien et vraiment c'est un plaisir d'avoir cette émission supplémentaire. Donc vous les retrouverez sur vos flux de podcasts habituels, Apple Podcasts, Spotify, etc. Elle sera mise en ligne très tôt samedi matin et l'article sera en ligne sur le site samedi midi. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, vous découvrirez tout au fil des semaines sur les prospects qui seront présents à la prochaine draft. Pour nous suivre sur Twitter et Facebook, c'est @TDActu, Instagram @TouchdownActu, Twitter pour Raphaël @Raphaël_TDA, @AlainMattei pour moi-même et le site bien évidemment touchdownactu.com, tdactu.com si vous voulez aller plus vite dans votre navigateur avec les navigateurs de téléphone où vous écrivez et puis en fait ça tape 2 touches en même temps parce que vous avez des gros doigts, je dis ça pour moi parce que j'y arrive jamais. Donc voilà, tdactu.com, ça va plus vite. C'est encore mieux. T'as vu comment on est adapté aux nouvelles technologies maintenant ? Tu vois ça, ouais. Voilà, parce qu'avant les gens ils avaient un favori Firefox, ils cliquaient dessus, ça allait vite. Mais non, maintenant ils ont leur téléphone et voilà. Et en fait les claviers ils sont de plus en plus petits. Et moi avec mes gros pouces c'est un enfer. Donc bon après mettez-le en raccourci évidemment sur la page d'accueil de votre téléphone, ça se fait très bien aussi. Voilà. Merci beaucoup Raphaël. Et ben merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, évidemment, je l'ai dit, émission draft le samedi et fauteuil le dimanche. Ça ne s'arrête plus sur Touchdown Actu. Très bonne semaine à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes dans TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.